Bonjour. Après avoir abordé successivement les aspects historiques et architecturaux, les aspects de la transmission des germes avec la présentation de la chaîne infectante, puis les modes de contamination endogènes et exogènes, nous allons maintenant aborder le sujet de la stérilisation. Vous avez également travaillé, et vous connaissez bien maintenant, l'ensemble des précautions standards qui ont cours à l'hôpital en termes d'hygiène hospitalière. Elles vous sont indispensables à la bonne compréhension de ce cours. Pourquoi ce sujet? Les règles de stérilisation ont été accrues tout au long de ces 50 dernières années dans le cadre de la lutte contre les infections nosocomiales. L'apparition d'agents transmissibles non conventionnels, comme les prions par exemple, a rendu encore plus indispensable la qualité des procédures d'entretien et de désinfection des dispositifs médicaux réutilisables, ainsi que le process qualité du matériel stérile, qu'il soit réutilisable ou non. Deux principes sont essentiels dans le domaine de la stérilisation et dans le cadre de la manipulation des dispositifs médicaux stériles. La marche en avant soit toujours du plus sale vers le plus propre. La seule situation où c'est inversé, c'est lors de la réalisation même de l'acte de soin. En tout cas, quoi qu'il en soit, il n'y a jamais de retour en arrière sans respecter un certain nombre de règles et donc appliquer et réaliser un certain nombre de gestes, que ce soit le changement de tenue professionnelle, l'utilisation de surblouses ou de masques, ou la friction des mains au gel hydroalcoolique par exemple. Ce principe de marche en avant, c'est ce qui prévaut également dans le concept d'asepsie progressive que je vais vous exposer dans la diapositive suivante. Le deuxième principe de stérilisation est le suivant. On ne stérilise bien que ce qui est propre et sec. Et c'est pour bien comprendre ce dernier principe que nous vous détaillerons le circuit d'un dispositif médical réutilisable. Nous avions déjà évoqué l'importance de l'architecture et de l'organisation des locaux. Le concept d'asepsie progressive répond à ce besoin. On définit ainsi à l'hôpital 5 zones et il sera important de repérer celles-ci lors de vos déplacements dans l'hôpital. La zone 5 tout d'abord. La zone 5 est constituée par les parties communes de l'hôpital, les services administratifs, le self, celle où circulent aussi bien les professionnels que les patients et les visiteurs. La tenue de ville est possible, mais aussi obligatoire en ce qui concerne le self, par exemple. La zone 4, elle est constituée par les services de soins en eux-mêmes. Les tenues de travail sont généralement blanches ou d'une couleur qui correspond à la fonction de l'agent. La zone 3 est la zone de bloc. Les pyjamas de bloc sont alors obligatoires. Ils sont soit de couleur bleue, soit de couleur verte le plus souvent, et l'accès au public leur est interdit. Les blocs obstétricaux ont alors un statut un peu particulier puisque les pères sont admis de nos jours dans les salles d'accouchement, mais seulement après leur avoir demandé de revêtir une blouse et des surchaussures de protection, et ce uniquement dans les salles d'accouchement, jamais dans une salle de césarienne. La zone 2 maintenant. La zone 2 est la salle d'opération proprement dite. La tenue complémentaire par-dessus le pyjama de bloc est alors indispensable, surblouse, masque et calot. La zone 1 se recentre sur la table d'opération. Les opérateurs sont revêtus de tenues stériles et les champs opératoires sont disposés sur le patient. L'asepsie cutanée est une nouvelle fois réalisée. La zone 0 est constituée par le site opératoire lui-même. Le passage entre chacune de ces zones est soumis à des règles strictes. C'est pour cette raison que l'on parle communément de douane. La circulation de l'air est également modifiée dans ces différentes zones, en particulier avec la mise en place de flux laminaires horizontaux sur un des murs de la salle d'opération et d'un flux laminaire vertical juste au-dessus de la table d'opération, au-dessus du site opératoire donc. Deux définitions sont à connaître. Elles sont à connaître et donc à apprendre. La stérilisation consiste en tout procédé physique ou chimique permettant d'obtenir l'inactivation de toutes les formes de vie microbienne, y compris les formes les plus résistantes telles que les spores, et qui risquent d'engendrer des maladies. Un dispositif médical sera étiqueté stérile s'il y a moins d'un risque sur 1 million qu'un micro-organisme vivant reste présent sur l'objet après le processus de stérilisation. Aucune méthode cependant ne peut garantir la stérilisation complète.
La désinfection, maintenant, est un procédé qui élimine de nombreux ou tous les micro-organismes sur les objets inanimés, à l'exception de spores bactériennes. Elle est généralement accomplie dans les établissements de santé à l'aide de produits chimiques, liquides ou par pasteurisation. Quelques-uns de ces produits sont également capables de détruire les spores après une exposition prolongée. Cet enseignement a donc 4 objectifs. Distinguer le matériel à usage unique et les dispositifs médicaux réutilisables d'une part. C'est l'étape essentielle pour savoir quels sont les dispositifs que l'on va transférer en stérilisation ou pas. Le matériel à usage unique sera systématiquement jeté après utilisation. Les dispositifs médicaux réutilisables le seront grâce à la rigueur de l'entretien qui sera fait après utilisation et jusqu'à son utilisation suivante par la qualité de la stérilisation, en ayant toujours pour objectif de préserver sa qualité de fonctionnement. Ainsi, nous aborderons le deuxième objectif qui consiste à connaître le circuit des dispositifs médicaux réutilisables, puis en troisième objectif, connaître les moyens de stérilisation actuellement disponibles, et en quatrième objectif, connaître les contrôles de stérilisation qui sont effectués tout au long de la chaîne d'utilisation. Pour les matériels à usage unique, il est fondamental de lire toujours les conseils du fournisseur. Avoir donc avec ces matériaux un usage adéquat, la taille des compresses, la quantité nécessaire avant le soin, pour éviter de gaspiller du matériel et donc pour des raisons d'efficacité de soins, mais aussi des raisons budgétaires. Connaître et appliquer les règles de stockage du matériel stérile, la propreté des lieux, les dates de péremption seront contrôlées régulièrement, ainsi que la manière de préserver l'intégrité des emballages. Dans le respect de l'usage unique de ces matériaux, il sera fondamental de les évacuer de manière conforme et logique après leur utilisation, dans le respect des précautions standards que nous avons évoquées précédemment. Les dispositifs médicaux sont par exemple les pinces chirurgicales, les tubes d'endoscopie, les forceps et les ventouses pour votre spécialité. Le service de stérilisation centrale, qui assure toute la partie stérilisation de ce matériel, est notre collaborateur privilégié. Mais je dis bien collaborateur, c'est-à-dire travailler avec. Les étapes effectuées en dehors de la stérilisation centrale doivent être d'une qualité irréprochable, que ce soit au niveau du stockage à réception de ce matériel ou avant utilisation, ou que ce soit au moment même de l'utilisation au service de soins ou au bloc opératoire, mais aussi et surtout dans la phase immédiate après utilisation, la phase de décontamination. Les règles de stockage sont alors les mêmes que pour le matériel à usage unique et les règles d'utilisation également. Vous avez sous les yeux le schéma du cycle de la stérilisation des dispositifs médicaux réutilisables. Nous allons maintenant nous attarder sur ces règles en commençant ceci après l'utilisation immédiate des dispositifs médicaux. C'est la phase de pré-désinfection, également appelée décontamination. Vous avez sous les yeux le cycle de la stérilisation des dispositifs médicaux réutilisables. Nous allons entrer dans ce cycle par la première phase, la première étape, qui est l'étape de la pré-désinfection ou décontamination, qui se déroule juste après l'utilisation de ces dispositifs, que ce soit au bloc opératoire ou en service de soins. 3 points essentiels à respecter après l'utilisation du matériel auprès du patient. Le premier, trempage dans une solution détergente désinfectante pour la phase de décontamination. Celle-ci doit être réalisée au plus près de l'acte de soin en fonction de l'organisation du service, en respectant les consignes d'utilisation de ces produits édictés par le fabricant. Je pense à la concentration, à la dilution et à la durée de conservation de la solution préparée, ainsi qu'à sa conformité d'utilisation pour le matériel concerné et les précautions d'utilisation de ces solutions, en particulier le port de gants. Le matériel, ainsi immergé, sera entièrement démonté et si possible essuyé grossièrement avant la phase de trempage. La durée de cette phase de trempage décontaminante doit être également conforme aux consignes d'utilisation du fabricant. Une durée trop longue peut altérer la qualité du matériel à restériliser. Une deuxième consiste à brosser les instruments afin de dégager les rainures de toute trace de produits organiques, ainsi que les anfractuosités et les vides pouvant exister dans certains instruments.
Toutes les surfaces seront ainsi nettoyées. Cette phase mécanique est de plus en plus fréquemment réalisée grâce à l'utilisation de machines à laver. Le démontage des instruments, par contre, lui, ne peut être que manuel. Toutes les pinces seront ouvertes, les ciseaux également, voire complètement démontées quand elles sont démontables. Vient ensuite la phase de séchage. Une vérification visuelle de la qualité du matériel et de son bon fonctionnement à cette étape est fondamentale, puisque c'est à ce moment-là que les outils défectueux seront écartés du circuit et réparés si possible et si besoin. En tant qu'utilisateur de ces dispositifs médicaux, vous vous devez de signaler toute anomalie constatée lors de l'utilisation. Un ciseau mal aiguisé, une cochère dont la qualité de clampage est insuffisante par exemple, et veillez à ce que cette information soit retransmise tout au long de la chaîne afin que le défaut soit corrigé avant une nouvelle mise en circulation ou que le remplacement de cet outil défectueux soit réalisé. Le séchage doit impérativement être rigoureux. La lubrification du matériel garantit sa bonne utilisation ultérieure et la qualité de son fonctionnement à long terme. L'utilisation du pistolet médical vise à sécher les parties creuses des dispositifs médicaux. En résumé, nous pouvons donc dire que la qualité d'un bon nettoyage ou d'une bonne décontamination associe 4 facteurs. Un facteur chimique, le bon produit pour le bon dispositif médical, un trempage total. Un dispositif médical non trempé signifie qu'il n'est pas décontaminé lors de la première phase après utilisation. Une deuxième action, une action mécanique, grâce à l'ouverture et au démontage et au brossage des dispositifs. Une action temporelle, pour cela respecter les consignes d'utilisation des produits d'une part et des dispositifs médicaux d'autre part, en respectant la succession de toutes les étapes. Quatrième élément, la température, l'efficacité des produits est parfois altérée par une dissolution mal faite, avec une eau chaude par exemple. C'est le cas de la javel. Pour exemple, je vous présente 3 flacons de produits détergents décontaminants utilisés actuellement au CHU de Grenoble. Le premier à gauche est un produit détergent de surface uniquement. Le deuxième s'utilise à froid, aussi bien pour le matériel médico-chirurgical avant stérilisation, que pour le matériel d'endoscopie et le matériel thermosensible qui ne pourra pas être envoyé à l'autoclave, nous le rappellerons tout à l'heure. Le troisième, à droite, est lui utilisé spécifiquement pour le matériel d'endoscopie et les dispositifs médicaux qui sont nettoyés dans des bacs à ultrasons. Nous venons de détailler la phase de décontamination d'une part et les phases de nettoyage, rinçage et séchage qui s'effectuent, elles, le plus souvent en stérilisation centrale de nos jours au CHU de Grenoble, même quasiment systématiquement. La rigueur dans l'exécution de chacune de ces étapes est essentielle. On ne stérilise bien que ce qui est propre et sec, je vous le rappelle. Connaître l'importance de ces étapes, c'est également connaître l'importance du travail qui est réalisé en amont ou en aval d'un soin. Nous allons donc maintenant pouvoir aborder les aspects du conditionnement de ces dispositifs médicaux, conditionnements qui seront choisis en fonction de la matière qui constitue le dispositif médical, de son volume, de sa quantité. Un contenant adapté au contenu, c'est le principe. Plusieurs types de conditionnement sont disponibles. Le matériel chirurgical est le plus souvent conditionné en boîte métallique, container métallique de volume variable. À l'intérieur, le matériel chirurgical est rangé dans un panier métallique et le couvercle de ces containers est équipé d'un dispositif d'admission de vapeur puisque ces containers sont passés ensuite à l'autoclave. Le matériel en tissu est le plus souvent emballé dans un double emballage de papier crêpé ou feuilles non tissées. Le pliage de ces emballages est constitué de manière à faciliter la mise à disposition au bloc opératoire sans faute d'asepsie. Nous verrons dans la diapositive suivante les modalités de ce pliage. Comprendre le pliage permet de mieux maîtriser la mise à disposition sans faute d'asepsie lors de l'utilisation. Le pliage Pasteur est un pliage droit. Les 2 pans de la longueur sont rabattus sur l'objet à emballer et les 2 pans de la largeur sont rabattus ensuite. Ce pliage est de moins en moins utilisé car pour diminuer le risque de faute d'asepsie à l'ouverture, le paquet doit être déposé à plat sur une table de service. Vous voyez ici les différentes phases du pliage dit en enveloppe.
en feuilles non tissées ou en papier crêpé, des champs opératoires ou de certains paniers de matériel chirurgical. Ces emballages papier pour panier tendent à disparaître au profit de conteneurs métalliques pour les dispositifs médicaux volumineux du fait du risque majoré d'altération de l'intégrité de l'emballage, le papier étant bien évidemment plus fragile que le métal. Le déballage correspond au retour en arrière successif, étape par étape, dans l'ordre inversé de ces 10 étapes, lors de la mise à disposition de ce matériel pour le chirurgien qui va exécuter l'acte. Le maintien de l'objet à ouvrir se fait facilement avec une main qui empaume l'objet en positionnant le pouce juste sous cette première pointe. On utilise pour ce faire plutôt la main mineure, soit la main gauche pour les droitiers. Le sens et les étapes de l'ouverture et de la mise à disposition se fait alors facilement en commençant par tirer sur la première pointe d'enveloppe visible avec la main opposée, puis successivement chacune des pointes avec la main droite donc. Ce mode de pliage garantit la bonne mise à disposition sans risque pour l'infirmière penseuse ou la personne qui sert le matériel stérile de faire une faute d'asepsie en touchant l'intérieur de l'emballage, c'est-à-dire l'objet stérile. Les conditionnements en sachet ou gaines sont utilisés pour les dispositifs médicaux de petit volume. Certains sachets possèdent une face transparente qui permet la vision directe du dispositif médical emballé, évitant ainsi une ouverture inutile avant utilisation. Ces emballages sont malgré tout plus fragiles que les deux précédents et la vigilance sera accrue lors de leur mise à disposition afin de contrôler l'intégrité de l'emballage avant ouverture. Ce logo apposé sur les sachets d'emballage donne une indication sur la manière de servir le matériel. Servir signifie mettre à disposition le dispositif, compresse ou petite pince chirurgicale au chirurgien ou à la personne exécutant le soin et qui a revêtu des gants stériles lui-même, ou, deuxième hypothèse, déposer sur une table recouverte d'un champ stérile ce dit matériel avant de démarrer soi-même le soin en question. C'est le mode d'ouverture des compresses, mais également des aiguilles, des cathéters, des pansements stériles que vous serez amené à utiliser. Nous avançons donc progressivement dans le cheminement du cycle de la stérilisation des dispositifs médicaux réutilisables. De la phase de décontamination pré-désinfection, juste après l'utilisation en bloc opératoire ou en service de soins, aux phases de réception, de nettoyage, rinçage et séchage, régulièrement effectuées en stérilisation centrale, de la vérification de l'intégrité et de la qualité des instruments, puis d'un bon conditionnement adapté aux bons produits, nous allons maintenant passer à la phase de stérilisation de ces dispositifs médicaux. L'objet du coup des diapos suivantes est donc de connaître les moyens de stérilisation disponibles actuellement. Le principe de la montée en température ayant pour objectif de détruire les micro-organismes présents sur un objet, comme Pasteur l'avait fait sur des liquides, est celui qui est utilisé avec les appareils de stérilisation à chaleur sèche de type Poupinel. Ce mode de stérilisation est encore utilisé de nos jours dans les cabinets de médecine libérale. Il a progressivement disparu au sein des services hospitaliers, lui préférant la stérilisation par la chaleur humide de type autoclave. Les étuves Poupinel sont surtout utilisées pour le matériel en acier inoxydable entre 150 et 180 degrés. Les bonnes pratiques de pharmacie hospitalière publiées par arrêté en juin 2001 et confirmées en octobre 2002 proscrivent l'utilisation de la chaleur sèche et donc du Poupinel, car inefficace vis-à-vis des agents transmissibles non conventionnels, c'est-à-dire les prions. À l'hôpital, on lui préférera donc une stérilisation par la vapeur d'eau saturée de type autoclave. La stérilisation des dispositifs médicaux par chaleur sèche ne peut être garantie sur une très longue durée, environ 7 jours, et les dispositifs médicaux ont alors le statut de dispositifs médicaux désinfectés. Nous reviendrons plus longuement sur le fonctionnement de l'autoclave dans la diapo suivante. Ces deux modes de stérilisation sont cependant inenvisageables pour la stérilisation de tous les dispositifs médicaux thermosensibles, tels que les endoscopes et les matières plastiques. L'utilisation de méthodes de stérilisation à basse température est alors indispensable. Les trois
technologies de stérilisation à froid sont soit l'oxyde d'éthylène, le plasma de peroxyde d'hydrogène et l'ozone, qui utilisent des agents stérilisants différents et relèvent de mécanismes d'action distincts. Elles ont toutes trois démontré leur efficacité, toutefois, aucune n'a jusqu'à ce jour fait la preuve de sa capacité à inactiver les prions. Les paramètres de stérilisation sont des éléments de programmation qui fixent les caractéristiques du processus de stérilisation. Ce sont des valeurs de pression, de température, de temps, la concentration de gaz. Les paramètres sont mesurés pour la régulation et la validation du processus de stérilisation. Ce tableau a pour objectif de vous montrer l'état du matériel à la sortie de l'appareil de stérilisation, que ce soit avec la chaleur sèche ou avec la chaleur humide. Vous voyez ainsi l'altération de couleur des textiles après utilisation du Pupinel, mais aussi l'altération des plastiques à la chaleur, vous rappelant ainsi l'importance de la prise en compte de la composition du matériel ou du dispositif médical avant d'enclencher et de choisir un mode de stérilisation. L'action conjuguée de la vapeur d'eau sous pression et de la température, toujours supérieure à 120 degrés, provoque la dénaturation des protéines des micro-organismes et donc la mort de ceux-ci. Le processus de stérilisation par la vapeur d'eau est le suivant. Un cycle de stérilisation à la vapeur d'eau se divise en trois phases principales. Le pré-traitement. L'humidité joue un rôle essentiel dans le processus de destruction des micro-organismes. C'est pourquoi il est important que la vapeur d'eau vienne au contact de ceux-ci. La moindre poche d'air résiduelle dans la charge constitue un obstacle à l'action stérilisante et de plus s'oppose à l'homogénéité de la température. Une phase de pré-traitement consiste en un certain nombre de vides et d'injections de vapeur d'eau suivant une séquence bien définie. Son but est de substituer entièrement l'air contenu dans la chambre et au cœur de la charge par de la vapeur d'eau et de créer ainsi les conditions d'humidité et de température favorables à la phase de stérilisation proprement dite. La phase de stérilisation permet de tendre vers la destruction totale des micro-organismes dans une atmosphère de vapeur saturée à un niveau de température défini. Le comptage du temps de stérilisation est commencé lorsque la température mesurée par le capteur de température, en vert sur votre schéma, lorsque le capteur de température, donc, atteint la valeur consignée fixée, température du plateau de stérilisation. Le temps de stérilisation est le temps durant lequel la température de stérilisation est maintenue en tout point de la charge. Le post-traitement est destiné à réduire la température et l'humidité présentes dans la charge aux conditions ambiantes. La charge est exposée à un vide durant une durée déterminée. Il permet de purger la chambre de la vapeur et de sécher la charge par évaporation. La porte de l'autoclave reste fermée et étanche jusqu'à ce que la pression dans la chambre soit redevenue égale à la pression atmosphérique. La durée du cycle de stérilisation est le temps écoulé du début à la fin du processus de stérilisation, depuis l'entrée de la charge dans le stérilisateur jusqu'à sa sortie après stérilisation. La pression sur le schéma est en rose. Le délai de péremption des dispositifs médicaux stérilisés à l'autoclave est variable. Il est fonction du cycle d'autoclavage, mais aussi du type de conditionnement, des conditions de stockage, cette variabilité allant de 1 à 6 mois. La date de stérilisation ainsi que le numéro de lot, mais également la date de péremption, sont apposés sur une étiquette à chaque emballage. L'oxyde d'éthylène est un agent alkylant puissant qui réagit avec les acides nucléiques et les protéines des micro-organismes, les rendant non viables. Cette réaction se traduit donc par un effet bactéricide, fongicide, virucide et sporicide. La stérilisation à l'oxyde d'éthylène des dispositifs médicaux réutilisables au sein des établissements de santé est un processus utilisé efficacement depuis de nombreuses années, mais dont le remplacement est en cours de réalisation du fait de certains de ses effets délétères et de la durée du procédé. Dans les effets délétères, on note en particulier la toxicité, l'explosivité et l'inflammabilité de ce produit, mais aussi la longue durée du processus
puisque la phase de désorption de ces gaz est indispensable et elle est relativement longue, imposant du coup une anticipation de l'utilisation de ce mode de stérilisation. Le procédé au plasma de peroxyde d'hydrogène est actuellement commercialisé sous le nom commercial de procédé STERAD. Il utilise le pouvoir oxydant du peroxyde d'hydrogène gazeux, l'effet stérilisant étant potentialisé par la forme plasma grâce à l'application de radiofréquences sur ce gaz, facilitant la décomposition des résidus de peroxyde d'hydrogène en eau et en oxygène. Un premier appareil, commercialisé dans les années 90, a été évalué dans les milieux hospitaliers. Les constats établis ont alors confirmé son efficacité microbicide. Les appareils STERAD de nouvelle génération, actuellement disponibles, ont cherché à améliorer encore les avantages de ce procédé, tout en visant à diminuer les inconvénients. L'efficacité, associée à une très grande rapidité, les cycles sont de 42 à 105 minutes, et le grand avantage surtout, c'est qu'il n'y a pas de phase de désorption nécessaire, et donc une toxicité faible, car les sous-produits générés sont de l'eau et de l'oxygène, en sont les atouts majeurs. La méthode est de surcroît compatible avec bon nombre d'instruments et de matériel. Le pouvoir de pénétration est fort en respectant les indications d'utilisation et les précautions indispensables conseillées par le fabricant. L'utilisation même de la machine est relativement aisée et son installation facile, ce procédé ne nécessitant qu'une connexion électrique réservée à l'usage de l'appareil. L'ozone maintenant. L'ozone est un gaz incolore ou bleuté, plus lourd que l'air, d'odeur piquante et ainsi facilement détectable à des doses très faibles. C'est un oxydant très puissant, utilisé donc depuis de nombreuses années dans différents secteurs industriels tels que la conservation des aliments, le traitement de l'eau ainsi que dans le domaine pharmaceutique. La durée des cycles est là également intéressante puisqu'elle est de 4 à 5 heures environ, sans phase de désorption des instruments stérilisés car peu toxiques, et donc compatible avec bon nombre d'instruments ou de matériel. De plus, c'est également une méthode d'utilisation facile, une prise électrique et un point d'eau sont nécessaires, et son faible coût est également un avantage à son utilisation. Après avoir balayé ainsi les moyens de stérilisation disponibles de nos jours, vous devez maintenant de connaître les contrôles de stérilisation que vous aurez à effectuer, que vous aurez à observer pour certains dans votre démarche professionnelle. Ces contrôles se répartissent en 3 catégories. La catégorie dite des indicateurs de passage, la catégorie des indicateurs à paramètres variables et la catégorie des intégrateurs biologiques. Les indicateurs de passage sont des réactifs qui figurent sur les filtres, les sachets ou les gaines. Il est présent le plus souvent sur la face papier, perméable à l'agent stérilisant, comme vous le voyez sur le premier exemple, et vire au marron après stérilisation. Ce virage signifie que le conditionnement est bien passé à l'autoclave et que la montée en température a bien eu lieu. Des papiers de couleur uniforme qui servent à fixer les emballages en feuilles de papier crêpé par exemple, ressortent striés de marron après le passage de la charge. Ils virent au brun durant le passage du conditionnement dans l'autoclave sous l'effet de la chaleur. Un indicateur de passage ayant un rôle identique se trouve sur l'adhésif utilisé pour maintenir le pliage des feuilles crêpées ou non tissées. Les indicateurs à paramètres variables. Ce sont des bandelettes cartonnées qui portent des encres réactives de couleur variable. Le réactif est nommé spot. Les intégrateurs sont joints à la charge dans les mêmes conditions que le matériel, c'est-à-dire sous conditionnement. L'action combinée de la vapeur d'eau, de la température et du temps durant le cycle de stérilisation provoque le virage du spot. Au déchargement de l'autoclave, l'opérateur lit les intégrateurs en comparant le spot à la légende. Le petit a correspond donc au guide de lecture, le petit b correspond au spot qui virera au bleu après le passage de la charge. Le deuxième exemple vous montre un témoin de couleur violette avant la phase de stérilisation qui vire au bleu après. Ces petits intégrateurs sont également à analyser et à observer lors de la mise à disposition du matériel stérile.
L'intégrateur biologique maintenant. C'est un petit tube en matière plastique souple, fermé par un filtre perméable à l'agent stérilisant et un capuchon non étanche. Ce tube contient une bandelette papier portant des spores de bactéries non pathogènes, particulièrement résistantes, et une ampoule de verre contenant un milieu nutritif liquide. L'étiquette porte la date de péremption et les annotations de l'opérateur, avant le passage dans l'autoclave et après le passage dans l'autoclave. L'intégrateur biologique est placé dans un conditionnement témoin au cœur de la charge à stériliser. Au déchargement, l'ampoule est cassée, l'intégrateur est placé 24 heures en incubateur à une température favorable au développement des spores, en même temps qu'un intégrateur témoin non passé à l'autoclave. Puis, l'opérateur lit l'intégrateur biologique pour valider ou non la charge. Dans la situation A, l'intégrateur a la couleur du témoin non passé à l'autoclave, la charge ne peut pas être validée. Dans la situation B, l'intégrateur a une couleur différente, la charge est validée. La qualité de l'emballage, du conditionnement, nous l'avons vu, est fondamentale. Le choix du process de stérilisation conforme au dispositif à stériliser. Interviennent également la qualité de la soudure, fermeture de l'emballage, comme cela vous est montré sur cette diapo qui détaille le test de Seal Check. Le test de Seal Check est une bandelette de papier à placer entre le papier et le plastique du sachet ou de la gaine à tester. Ce test visuel révèle par contraste la présence de microbules, de plis, de cheminées entre le papier et le plastique après thermocellage, signe d'une mauvaise qualité de pénétration de l'agent stérilisant. Le test de Bovitic est utilisé pour tester la qualité de fonctionnement des autoclaves. Il permet de s'assurer que la vapeur d'eau de l'enceinte est pure et que la relation pression-température est exacte. Ce n'est pas un réel contrôle de stérilité. Chaque jour, avant le premier cycle de stérilisation ou après toute intervention sur un autoclave, l'opérateur réalise un cycle particulier. On prépare un paquet de champs opératoires. Au centre du paquet, on dispose horizontalement une feuille de papier sur laquelle on a collé 2 diagonales, les croix de Saint-André de ruban autoclave. Le paquet est ensuite enveloppé dans un emballage de papier crêpé et fermé au moyen de rubans indicateurs non différenciés. Le paquet est ainsi préparé et mis en place dans le stérilisateur et de préférence à l'endroit de la vidange ou près des portes. Le stérilisateur ne doit alors contenir aucun autre matériel. On procède à un cycle standard au cours duquel le temps d'exposition à la température de 134 degrés ou 2 bars de pression ne doit pas dépasser 3 minutes 30 pour un temps de chauffage précédant le palier de stérilisation qui ne doit pas excéder 15 minutes. Lorsque le cycle est terminé, le paquet témoin est retiré du stérilisateur. On considère le test satisfaisant lorsque le virage du ruban est homogène. Si le centre du ruban est plus pâle que la périphérie, c'est que nous sommes en présence d'une poche d'air. Ce test permet de détecter une défaillance de l'autoclave concernant l'évacuation de l'air résiduel, c'est-à-dire du vide, et la pénétration uniforme de la vapeur d'eau au cœur de la charge. Le fonctionnement du stérilisateur doit être remis en cause chaque fois qu'il y a présence d'une poche d'air. La connaissance de toutes ces étapes a pour objectif de vous aider à mieux comprendre l'organisation et le déroulement de tâches que vous observerez ou que vous serez amené à exécuter au cours de vos stages. Le respect du matériel utilisé est indispensable à la pérennité de ce dit matériel, lequel a souvent un coût élevé. Au terme de ce cours, j'espère que vous saurez reconnaître et connaître toutes les étapes du cycle de réutilisation des dispositifs médicaux réutilisables, que vous aurez compris la nécessité du respect du matériel utilisé et que vous serez également capable de réaliser les étapes de nettoyage, de décontamination et voire même de conditionnement de ces dispositifs médicaux. Vous apprendrez en pratique à mettre à disposition ces matériels stériles dans le respect des bonnes pratiques.